Alors, je repense à un truc qu'on m'a dit quand j'étais gamin. On m'avait expliqué que dans l'Antiquité, un savant, un vrai, pouvait espérer tout savoir, tout ce qui était connu à son époque. Mais qu'aujourd'hui, c'était fini, impossible. Et ça m'avait un peu déprimé, cette idée. Mais en préparant notre discussion, je me suis demandé, et si c'était faux? Si la connaissance, en fait, elle ne faisait pas que s'empiler, mais qu'elle devenait plus profonde, plus unifiée. C'est une angoisse très classique, cette idée que tout part en morceaux. On s'imagine une bibliothèque immense qui grandit sans arrêt et personne ne peut plus avoir la vue d'ensemble. Mais la vision qu'on explore aujourd'hui, elle est radicalement différente. Elle suggère que les grandes découvertes, en fait, elles ne rajoutent pas juste des livres, elles révèlent la structure de toute la bibliothèque. D'accord. Donc le but n'est pas de tout savoir, mais de comprendre ce qui relie tout. Et ça change complètement le rôle de la science, non? J'ai toujours cru que le but ultime, c'était la prédiction. Le scientifique, c'est celui qui peut dire ce qui va se passer. Tout à fait. C'est une idée reçue très très tenace. Les sources appellent ça l'instrumentalisme. L'idée qu'une théorie, c'est juste un outil pour prédire. Peu importe si l'explication derrière est vraie. Mais c'est passer à côté de l'essentiel. Prenez la relativité générale d'Einstein. Oui, sa valeur, ce n'est pas juste qu'elle prédit l'orbite de Mercure un tout petit peu mieux que Newton. Exactement. Ce qui change tout, c'est l'explication. L'idée que la gravité n'est pas une force à distance, mais Une déformation de l'espace-temps. Ça refait toute notre vision de la réalité. Voilà. L'explication, c'est le moteur. Le texte propose une expérience de pensée qui est très parlante. Imaginez une machine, un oracle. On peut lui poser n'importe quelle question sur une expérience et il donne la bonne réponse. Toujours. Mais sans jamais expliquer pourquoi. ah, c'est intéressant. Pour un instrumentaliste, ce serait le Graal. Mais si je veux, disons, concevoir un nouveau moteur d'avion, je ne peux pas juste lui demander «Alors, il marche-t-il?» S'il me dit «non», il explose. Je fais quoi? Je ne sais pas pourquoi il explose. Le carburant? L'aérodynamique? C'est exactement ça le problème. Cet oracle, il est inutile pour créer, pour innover, pour réparer. La prédiction seule, elle est impuissante. On a besoin de comprendre le pourquoi. On a besoin d'une bonne explication. C'est vrai que ça s'applique partout. Même pour la météo. Un bulletin qui dit juste «demain, vent à 80 km/h», c'est utile. Mais un bulletin qui explique pourquoi un front froid approche ou un ouragan est au large. C'est beaucoup plus puissant. Oui, l'explication me permet de juger, de m'adapter. Face à un ouragan, je ne vais pas juste fermer les volets. L'explication, c'est ça qui donne le pouvoir d'agir sur le monde. Et cette recherche d'explication nous a mené à des conclusions sur la réalité qui sont... Vertigineuse. c'est le mot. Et la plus folle de toutes, elle part d'un truc tout bête. Une ombre. On nous invite à repenser à l'expérience des fentes de Young. On prend de la lumière, on la fait passer par deux fentes parallèles. Et on regarde ce qui apparaît sur un écran derrière. Logiquement, on s'attendrait à... Deux bandes de lumière. Le reflet des fentes. Sauf que non, pas du tout. On observe une série de bandes claires et de bandes sombres. Un motif d'interférence. Comme des vagues sur l'eau. Ok, jusque-là, c'est déjà un peu étrange, mais ça va. Mais c'est là que ça dérape. Imaginez, on a ce motif. Maintenant, on ajoute deux autres fentes. Et là, des endroits qui étaient éclairés deviennent noirs. Totalement sombre. En ajoutant des passages pour la lumière, on a supprimé la lumière. Comment c'est possible? C'est le point crucial. C'est complètement dingue. La seule explication, c'est que quelque chose a dû passer par ces nouvelles fentes. Et ce quelque chose a annulé la lumière qui venait des premières. Attendez. Pour expliquer une ombre bizarre, on postule un quelque chose d'invisible qui annule la lumière. Ça paraît déjà un peu fou. Mais là, on va plus loin. Ce quelque chose existerait dans d'autres univers. C'est une affirmation colossale. Comment on peut en arriver là? Il n'y a pas d'autre option. C'est là toute la force d'une bonne explication. Ce quelque chose, les textes les appellent des photons fantômes. On a pu vérifier qu'ils se comportent exactement comme les vrais photons. Ils sont bloqués par les mêmes choses, vont à la même vitesse. La seule différence, c'est qu'on ne les voit pas. Ils sont dans un autre plan. Un autre univers? Oui. Et cette explication du multivers, aussi folle qu'elle paraisse, c'est en fait la plus simple, la plus rationnelle. Toutes les autres théories pour expliquer ça demandent de tordre les lois de la physique de façon bien plus compliquée. Là, on garde les mêmes lois, mais on accepte juste que la scène est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, si je résume, chaque photon que je vois là maintenant,
Il est accompagné par une armée de jumeaux invisibles, qui explorent tous les chemins possibles dans des univers parallèles. Et leurs interférences décident où le photon visible a le droit d'aller. Donc quand je fais de l'ombre avec ma main, je suis en train de manipuler des univers parallèles. C'est à la fois absurde et absolument génial. Ma prochaine balade au soleil ne sera plus jamais la même. C'est exactement ça. Notre univers n'est qu'une tranche d'une réalité bien plus vaste, le multivers. Et on interagit avec, tout le temps. D'accord. Là, on est loin de juste empiler des faits. C'est une réalité bien plus profonde qu'on découvre. Et une idée aussi fondamentale, ça ne peut pas être juste une bizarrerie de la physique. Si. Ça doit se connecter à autre chose. C'est le cœur de l'argument. Ce n'est pas une pièce isolée. C'est le premier de 4 piliers. 4 piliers qui forment une vision du monde unifiée. Le premier, c'est donc la théorie quantique. La physique du multivers. C'est la scène. La scène. Ok. Le deuxième, c'est L'épistémologie, la théorie de la connaissance. On parle de Karl Popper. Son idée, en gros, c'est que la connaissance, elle ne progresse pas en confirmant nos théories. Non, au contraire. Elle progresse en essayant de les détruire. On fait une conjecture, une explication audacieuse, et ensuite on la soumet à la critique la plus dure possible. Une bonne explication, c'est pas une explication prouvée. C'est une explication qui résiste. C'est un changement de perspective, ça. Au lieu de dire « j'ai vu 1000 signes blancs, donc tous les signes sont blancs », Popper dirait « je postule que tous les signes sont blancs, et maintenant je vais chercher un signe noir pour me donner tort ». C'est Ouais, ça. c'est tout à fait ça. La connaissance, c'est un processus de résolution de problèmes. Conjecture et réfutation. Et ce qui est fascinant, c'est que ce processus, on le retrouve ailleurs. Ce qui nous amène au 3e pilier. La théorie de l'évolution. Darwin et ses successeurs, comme Dawkins, mais vu sous un angle précis. La vie, c'est de l'information. Les gènes sont de l'information. C'est une forme de connaissance sur comment survivre dans un environnement. Et cette connaissance, elle s'améliore comment ? Par conjecture et réfutation. C'est fou, on dirait une description de l'évolution des idées. Une mutation génétique, c'est une conjecture, une proposition. Si l'organisme survit, elle est validée pour le moment. S'il meurt, elle est réfutée. Le parallèle est très fort. L'évolution, c'est un processus de création de connaissances, encodé dans l'ADN. D'accord. On a la scène physique quantique et 2 processus de création de connaissances qui se ressemblent, épistémologie et évolution. Et le 4e pilier, C'est la théorie de la calculabilité d'Alan Turing. Elle définit ce qui peut être, en principe, calculé ou simulé. Le principe de Turing dit que tout ce qui se passe dans la nature, peut être simulé par un ordinateur universel. Une pomme qui tombe, une étoile qui explose, on pourrait écrire un programme qui fait pareil. exactement. Ça veut dire que l'univers est compréhensible. Il n'y a pas de magie. Tout obéit à les lois qu'on peut modéliser. Et là, ça boucle avec le premier pilier. Les ordinateurs quantiques, en utilisant le multivers, ils repoussent les limites de ce qui est calculable. Ces 4 théories s'emboîtent parfaitement. Elles se renforcent mutuellement. Cette vision unifiée, elle pose une question sur notre place dans tout ça. Le texte cite Stephen Hawking. « La race humaine n'est qu'une écume chimique sur une planète de taille moyenne. » C'est une vision très à la mode, cette idée de notre insignifiance cosmique. On serait juste une poussière. Mais les sources qu'on a lues, elles disent tout le contraire. Qu'elle se base sur une mauvaise mesure. Si on mesure l'importance en tonnes ou en énergie, oui, une étoile est plus importante qu'un humain. Mais c'est oublier le facteur le plus puissant de l'univers, la connaissance. Comment ça? C'est Vertigineux. L'avenir de l'univers n'est pas écrit. Il dépend de ce que des entités pensantes vont faire. Ça me fait penser à l'autre exemple du texte, la Grande Muraille de Chine. La masse des cerveaux qui l'ont conçue, c'est dérisoire. Quelques tonnes. Et cette petite masse a provoqué le déplacement de millions de tonnes de pierres. C'est l'illustration parfaite. La connaissance est un levier. Une petite quantité de matière bien organisée, un cerveau, un ordinateur, peut transformer des quantités de matière et d'énergie des milliards de fois supérieures. Donc la connaissance n'est pas juste une abstraction, c'est une force physique. L'humanité n'est pas une écume chimique, c'est peut-être le début de quelque chose d'immense. C'est exactement la conclusion. La vie intelligente n'est pas un accident. C'est potentiellement la force la plus transformatrice de l'univers. Alors si on résume, on est parti de cette question « peut-on tout savoir ?» et on arrive à une vision où la connaissance ne s'empile pas, elle se connecte. On a moins de théories fondamentales qu'il y a un siècle, mais elles sont tellement plus profondes. La physique quantique, l'évolution, le calcul,
Tout ça, ce sont les facettes d'une même réalité. C'est ça. Ces 4 piliers s'éclairent les uns les autres. La physique quantique explique comment l'ADN peut être stable. L'épistémologie de Popper est un miroir du mécanisme de l'évolution. Et la calculabilité nous dit que tout ça est intelligible. La réalité, ce n'est pas juste ce qu'on voit, c'est ce qui peut l'expliquer. Et elle est explicable. Pour finir, les sources évoquent une idée très spéculative, la théorie du point oméga. L'idée que l'intelligence, la connaissance, pourrait à très très long terme coloniser l'univers entier. Jusqu'à le transformer lui-même en un processus de pensée. Un seul. Conscient, C'est une extrapolation extrême, bien sûr. bien sûr. Mais ça nous laisse avec une question pour la route. Si le destin de l'univers, c'est de devenir une forme de pensée, quelles sont les idées les plus importantes qu'on devrait commencer à développer dès aujourd'hui ?